comme je l'ai dit, ce soir, nous avons un élégant plaisir de recevoir des mentees du Great Lakes Women Leadership Initiative, un programme de formation au mentorat et au leadership féminin initié par Sodeco en collaboration avec Nkelo Bantu, mais aussi certifié par la National University de San Diego. J'espère que vous voyez les décors et les différents partenaires qui nous accompagnent. Ça va être certainement une soirée très intéressante en termes d'échange, mais également de partage. Alors, autour de moi, déjà, nous avons deux dames et un monsieur. Nous allons découvrir ce qu'ils vont nous dire ce soir. Je vais commencer avec l'homme quand même. J'espère que les dames l'autorisent. Bonsoir, le coach Eugène. Vous pouvez prendre les micros, bien sûr. Oui, donc nous commençons déjà notre émission et l'ambiance semble commencer par l'unique homme invité. Ouais, et du coup, je suis timide. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en forme, super. Super en forme. Voilà, ça va. Alors, vous avez été formateur et à la fois coach de ces grands programmes. On va beaucoup se partager ce soir. À côté, il y a également une dame. Elle a été formatrice. Bonsoir, Madame Chantal Kalala. Bonsoir, Stéphie. Bonsoir à tous. Ouais, voilà, donc en forme également, j'espère. Très en forme. Il y a un petit vent frais, donc tant mieux, ça va. Vraiment, alors cet état de forme nous arrange. Et à ma gauche, il y a deux dames. On commence avec celle qui est tout près. Bonsoir, Madame Déborah. Bonsoir. En forme aussi? Oui, ça va. Ça nous arrange. Et plus loin, au fond, il y a Madame Joséphine, à qui nous disons également bonsoir. Bonsoir, Stéphie. En forme? Très en forme. Ah, ça c'est super. Même si la voix semble un peu plus basse. Ça va? Oui, ça va très bien. Ah oui, ça super. Je crois que là-bas également on capte. Et finalement, on va chuter avec Madame Lydie Makeleka, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir Stéphie et bonsoir tout le monde. Voilà, vous avez vu toutes ces personnalités qui donc partagent avec moi ces plateaux. Merci. Merci pour ces applaudissements. Alors, vous avez tous vu la thématique pour ce soir, formation au mentorat et au leadership féminin. Un joli thème pour terminer ce mois de mars, le mois consacré bien sûr à la revendication de droits des femmes. Ce soir, nous allons vraiment nous centrer sur ça. Monsieur Eugène Kandolo, coach, formateur de ces programmes. D'abord, comment vous êtes retrouvé dans ces programmes et comment vous définissez ces programmes? Avant tout, je vais me faire d'abord l'avocat de ces dames. Parce que tout à l'heure, vous les avez présentées comme des mentises. Je crois qu'elles ne sont plus mentises parce qu'elles sont certifiées. Elles sont maintenant des diplômées du programme. Donc, voilà. Elles étaient mentises pendant le processus. N'est-ce pas? Ça, c'est déjà certifié. Voilà, c'est déjà certifié. En fait, je me suis retrouvé dans le programme parce que j'ai été contacté, sûrement identifié sur base d'un certain nombre de critères. D'abord comme formateur. Oui. Donc, j'ai été parmi les formateurs. Et puis, en amont, j'ai été sélectionné comme coach sur base de ce que je fais aussi dans la vie de chaque jour. Donc, c'était juste parce qu'on connaît vos compétences, on vous a appelé... Non, ce n'était pas juste sur foi. Hein. Donc, il fallait le prouver, il fallait montrer des documents de référence parce que c'est un programme sérieux. Comme vous l'avez vu, c'est en partenariat avec une université américaine de San Diego. Et par conséquent, donc on ne pouvait pas prendre n'importe qui. Voilà. Donc, il fallait suivre toutes les procédures et être rassuré qu'on répond au profil exigeant. Et madame, à côté, elle est la senior manager advisory service chez Deloitte. Vous êtes retrouvée également dans ces programmes. Comment vous êtes retrouvée là? Merci. Donc, comme vous l'avez dit, donc moi je travaille chez Deloitte. Deloitte qui est un cabinet d'audit international et de conseil. Et donc j'ai plusieurs casquettes à Deloitte, notamment celle de responsable formation. Donc on a été approché par Nkelo Bantu, donc par Sodeco, pour faire partie du programme, étant donné que Deloitte déploie également des programmes de mentorat pour les femmes. Donc voilà.
Voilà, donc, mais qu'est-ce qui vous a certainement... c'est quoi l'intérêt que vous avez trouvé dans ces programmes? Je suis moi-même une femme qui lutte tous les jours pour m'imposer dans un environnement qui est très masculin. Je suis congolaise et je suis consciente des défis que les femmes, les jeunes filles congolaises vivent au quotidien pour étudier, aller à l'université, pour monter des projets entrepreneuriaux. Et comme j'ai eu cette opportunité moi-même d'intégrer une grande firme et de former des cadres en RDC et un peu partout en Afrique, je me suis dit pourquoi pas donner la chance aussi aux filles, aux femmes congolaises de bénéficier des formations que nous déployons également. Merci beaucoup pour cet esprit d'ouverture en tout cas et pour avoir accepté d'accompagner ces jeunes femmes. On va prendre la première certifiée. On va respecter le même rythme. On commence avec Madame Déborah, bien sûr, qui aujourd'hui, après 10 mois intenses, ou peut-être même presque une année d'intense travail de formation, aujourd'hui vous êtes certifié, mais au départ c'était un appel. Comment vous êtes retrouvé dans ces programmes et qu'est-ce qui vous a excité à accepter? Bon, déjà au début, quand on a annoncé le programme, j'étais intéressée sur la présentation d'abord du programme. Et après, j'ai eu un entretien avec Madame Mianda. Et après notre entretien, je me suis dit que c'était important de postuler. Et je me rappelle quand on a eu à voir les modules de ce programme, j'étais intéressée aux questions de leadership politique parce que c'était très important pour moi en tant que jeune femme politique active. Donc, c'est comme ça que je me suis dit de postuler, de participer à cette formation. C'était par cet appel. Je rappelle que nous sommes en direct de la 94.7 UFM et pendant que c'est spécial meet-up et on avance, bien sûr. On va également écouter Madame Joséphine qui a été parmi les 20 premières dames à participer à ces programmes. D'où sortait la motivation? Déjà, je suis quelqu'un de très ouverte quand il s'agit d'apprendre. Déborah, qui plusieurs fois avait assisté aux after-work pour la présentation de ce programme, m'en avait parlé. Et quelque temps après, elle m'a mis en contact avec Madame Mianda, avec qui j'avais échangé personnellement, qui m'avait aussi briefé sur le programme. Et après réflexion, je me suis dit, oui, je vais postuler. Et j'ai postulé et ce programme a été très bénéfique pour moi. Très bénéfique. On va chercher à savoir pourquoi. Madame Lydie Makeleka, c'était, on va dire, le tout premier programme, on va dire, c'était la cohorte pilote. Il n'y en avait jamais eu avant, mais après, vous avez accepté. Pourquoi? Il faut dire que d'abord, premièrement, j'avais vu ça sur les statuts d'une certifiée aussi comme nous. Elle postait, voilà, il y aura une formation et tout. Toujours, comme l'a dit Joséphine, je suis quelqu'un qui apprend tout le temps. J'ai ce goût d'apprendre toujours et toujours. Je lui ai posé la question, elle m'a fourni tous les détails, mais ce n'était pas suffisant. C'est alors que nous avions participé à une activité qui a eu lieu à Slikin Village où on nous a vraiment présenté les programmes en long et à large par Madame Mianda. C'est ainsi que je me suis dit, bon, je vais postuler. C'est important d'apprendre, mais aussi j'aurai un diplôme international, quoi. Donc, c'est ainsi que je me suis retrouvée. La motivation, c'était San Diego. Non, la motivation, c'était d'apprendre, mais il faut dire que si une certification internationale qui s'en suivait, pourquoi pas, c'est un pas en avant en tout cas. Alors coach, vous avez une expérience de plus de 10 ans dans l'accompagnement, bien sûr, dans la formation et aussi le coaching, dans le développement personnel. Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier dans ces programmes? Est-ce que c'est le meilleur programme dans lequel vous avez été formateur? Le programme avait une particularité assez prononcée dans la mesure où c'était un programme axé sur 3 orientations en même temps. Donc il y avait l'axe formation, il y avait l'axe mentorat et puis il y avait l'axe coaching. Les plus souvent, c'est soit 2 sur 3 ou soit il y a un programme où on met en phase de mentees et de mentors
Et à côté, il y a peut-être une formation vraiment lapidaire. Mais ici, c'était des formations intenses. Donc, elles ont eu plus d'une dizaine de modules avec plusieurs profils de formateurs. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Il y avait effectivement des formations qui étaient d'ordre de tronc commun, mais il y avait aussi des formations spécifiques par rapport aux orientations de chaque profil. Parce qu'il faut dire qu'il y avait 3 types de profils. Il y a des profils orientés vers les publics, ça veut dire politique, ONG, médias et tout ce qui va avec. Et puis il y avait le profil orienté vers l'entrepreneuriat. Et puis le profil un peu comme madame, c'est-à-dire le corporate qui évolue dans des institutions, dans des entreprises publiques. Et par conséquent, au-delà des modules en tronc commun, sur les basiques de leadership, sur le leadership pourquoi, sur comment se vendre, comment bâtir la confiance en soi, il y avait maintenant de profils, de modules assez spécifiques par rapport à chacun de profils. Mais au-delà de ça, il y a le package formation, comme je le dis, il y avait de mentors des coachings qui sont effectivement des femmes qui ont réussi dans chacun des domaines au regard de profil et qui devraient servir de modèle, de repère. Donc ça, dans la mesure où les dames allaient poser des questions. Je veux devenir, je veux être comme vous. Comment vous avez fait? Quels ont été les défis auxquels vous avez été soumis? Ce qui est différent avec le coaching, parce qu'il faut dire que dans le coaching, la nuance, c'est que le coach ne vient pas prendre ce qu'il y a en lui, mettre dans le mentise. Donc, il fait ressortir ce qu'il y a dans le mentise. Donc, je peux ne pas avoir une aspiration à faire une carrière corporate, mais j'ai des outils qui permettent à ce que celle qui est dans une carrière corporate puisse effectivement mettre en place une dynamique qui lui permette de capitaliser, de maximiser ce qu'elle a comme potentiel. Et donc, ce programme était vraiment complet, je vais le dire comme ça. Donc, c'était un programme complet parce qu'il avait ces trépieds d'équilibre qui permettaient à ce qu'aujourd'hui, quand elles sont certifiées, mais elles n'ont pas une certification monojambique, mais c'est une certification avec équilibre. Et ça, c'est très important. Un programme vraiment bien structuré, ce qu'on comprend parce qu'en même temps, ces jeunes dames ont travaillé avec des mentors, ont participé à des séances de coaching, mais aussi de formation. 3 axes très importants en dehors de la certification de la National University de San Diego. Madame, c'est un tout petit peu la même question qui va vous revenir. Vous avez, comme Monsieur Candolo, plus de 10 ans d'expérience dans la formation et voire même dans l'accompagnement, dans la résolution de certains problèmes des entreprises en République démocratique du Congo, et spécialement le banque. Et voilà, vous avez accepté de participer dans ces programmes, malgré d'ailleurs sa grandeur, parce que ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais après, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est le meilleur programme dans lequel vous avez eu à être formatrice? Merci pour la question. Je dirais, en fait, quand j'ai été approchée, j'avais la possibilité de faire plusieurs formations, mais avec mon emploi du temps, malheureusement, j'ai accepté d'en faire 2. Mais je peux vous assurer que quand je suis venue à la première séance pour former les aspirantes, j'ai vraiment été impressionnée déjà par la qualité de la sélection de ces jeunes femmes. J'étais impressionnée par leur background, ce qu'elles font, les études qu'elles font, les différents projets qu'elles ont, qui sont déjà très riches. Déjà, le processus de sélection lui-même était très bon parce que c'est des femmes qui, tout autant qu'elles sont très brillantes. Elles avaient toutes des interventions pertinentes, des projets qui sont aujourd'hui des pierres, en fait, pour le développement de notre pays. Et moi, je me dis, ce programme, pour moi, c'est une pierre, c'est un grand pas en avant, en fait, pour l'autonomisation de la femme en RDC, pour l'émancipation des femmes en RDC. C'est un programme pilote et pour moi, c'était très bien monté dans le timing et même dans la participation, dans l'organisation, dans les thématiques qui étaient proposées. Parce que toutes les thématiques qui étaient proposées, que ce soit sur la prise de parole en public, sur le recrutement, comment recruter, comment monter une stratégie commerciale, échelle de développement commercial, etc., c'est aujourd'hui, par rapport à notre pays,
c'est des thématiques importantes parce qu'on a besoin de construire beaucoup de choses en fait. On a besoin d'entreprendre en RDC parce que c'est un marché qui est quasiment vierge. Et donc ces thématiques-là sont pertinentes pour les jeunes d'aujourd'hui qui doivent contribuer à construire la RDC de demain. Quand aujourd'hui on forme sur prendre une parole en public, on forme des politiciens, on forme des personnes qui sauront se tenir devant les générations futures pour parler, défendre des idées qui seront votées peut-être dans des parlements, etc. C'est très important. Quand on forme aujourd'hui sur la stratégie commerciale, on aide les gens à savoir comment vendre, comment se démarquer de la concurrence. Et tout ça, ça va booster un peu l'entrepreneuriat en RDC. Plusieurs jeunes ont des projets, ils veulent investir, mais ils ne savent pas comment se lancer. Ils ne savent pas comment définir une stratégie. Ils ne savent pas comment encadrer des équipes. Pire encore, ils n'ont pas confiance en eux. Il y avait aussi des formations sur des interventions sur la confiance en soi. C'est important aujourd'hui, avec tous les challenges que nous vivons en RDC, tous les combats, entre guillemets, que je peux dire que nous subissons au quotidien dans notre pays, c'est important de rebooster la confiance en soi des jeunes. On en a besoin. Nous-mêmes, aujourd'hui, qui sommes cadres, c'est des thématiques qui intéressent encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour moi, déjà, le programme était bien calibré, très pertinent. Et comme je le disais, c'est pour moi une première pierre pour le développement dans ce pays. Alors, les dames, vous avez participé à ces programmes. Aujourd'hui, vous êtes si fiers. Vous avez été certifiés. La semaine passée, on a Villageois, ça a annoncé, ça a affirmé qu'il s'est passé des très bonnes choses. Mais qu'est-ce que vous avez gagné personnellement, Madame Joséphine, qu'est-ce que vous avez gagné à travers cette formation, vous, personnellement? Qu'est-ce que j'ai gagné? Je dirais que j'ai beaucoup appris. Je me rappelle encore de ce jour comme si c'était hier. C'était une formation donnée par le coach Eugène. Il est là. Il parlait du syndrome de l'imposteur. Et l'année dernière, juste avant de commencer ce programme, j'ai une association qui s'appelle Minzoto Asbel. Et j'organise des ateliers d'échange, de matinée, des conférences sur des réflexions, mais aussi des ateliers d'échange avec les jeunes filles. J'avais organisé la première conférence pour l'association. J'avais tellement d'attentes pour cette conférence-là que, au regard de tout ce qui s'était passé, ça s'était bien passé. Les gens m'ont félicité, ils ont dit que c'était bien. Mais au fait, pour moi, je n'étais pas satisfaite du tout. Jusqu'avant cette séance-là, pour moi, c'était un échec. Je me disais, mais rien ne s'est passé comme je voulais. Et comme par magie, ce jour-là, on a parlé du syndrome de l'imposteur, qui consiste à ne pas célébrer ses réussites, en fait. Voilà. Et depuis ce jour-là, les réussites, même les plus petites, je les célèbre. Ah ouais, une valeur qui s'est rajoutée. Une très grande valeur. Oui. Et puis, il y a aussi la gestion intelligente des émotions. C'était avec Madame Harmonie. Je suis quelqu'un qui est très affecté. On peut être en train de discuter et lorsque ça m'affecte, il y a même mon expression faciale qui va directement changer en fait. Mais après ça, c'est vrai qu'après ça, c'était pas du tic au tac. C'est pas parce qu'on nous a donné cette formation-là et puis le jour suivant, j'ai directement changé. Non. J'ai eu à travailler sur ça et aujourd'hui, je peux être en public et lire un message vite fait qui me choque. Mais je garde mon visage et je vais aller gérer ces histoires après. Donc, c'est quelque chose j'ai vraiment beaucoup appris de ça. Et il y a aussi le fait de déléguer les tâches, en fait. Okay. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai une association et à côté, je travaille dans un cabinet d'audit. Donc, le temps est parfois serré. Et j'ai une équipe. Au départ, je me disais... quand je délègue les tâches, parfois, ils ne font pas les choses comme je veux. Donc, du coup, je me retrouvais parfois à finir le boulot à 19h et à courir derrière 3-4 choses à faire pour l'association, surtout quand j'organise des activités. Et la peur de déléguer aux autres pour ne pas faire pour ne pas produire de résultats comme vous l'espériez. Exactement.
après la séance avec Madame Mianda, il était question de pouvoir faire confiance à son équipe. Puisqu'on l'a choisi, on doit pouvoir faire confiance à son équipe et pouvoir déléguer les tâches. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas facile parce que je me disais, je vais faire confiance, mais les résultats, c'est moi qui vais endosser les résultats en fait. Mais je vais pouvoir faire confiance. Et j'ai fait confiance et l'activité que j'avais organisée juste après, j'avais délégué les tâches et ce n'était pas parfait, mais chacun était conscient de la responsabilité qu'il avait dans l'organisation et tout s'était bien passé. Alors j'espère qu'il y a des gens qui se disent que le premier point, j'ai oublié. Le deuxième point, j'ai oublié. Il fallait noter. Il fallait en tout cas noter parce qu'il s'est gagne et il s'est parlera beaucoup de choses ici. Je rappelle que nous sommes au restaurant Meetup de l'immeuble Business Congo Center, un établissement mis en place par une Congolaise. Elle n'est pas née ici, mais elle a décidé de venir investir en République démocratique du Congo et de créer un centre d'affaires, voire même des espaces de coworking. Madame Stéphanie Kimboulou, à qui d'ailleurs nous disons donc merci pour cet espace. Et bien sûr, cette émission, vous pourrez donc la suivre la semaine prochaine déjà sur YouTube en version vidéo, mais en ce moment, profitez de la suivre en direct sur UFM. Madame Deborah, on va chuter vers vous parce que j'ai assisté à l'activité à l'activité certifiante de votre programme. Ça s'est bien passé. On a vu en tout cas cette allure après votre certification. Ça explique que vous avez gagné beaucoup de choses durant ces programmes. Oui, j'ai gagné beaucoup de choses et bon, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le coaching. J'en avais vraiment besoin. J'en profite vraiment pour remercier le coach Eugène parce que c'est vrai, nous sommes leaders. La plupart d'entre nous, on travaille, on a nos organisations, on est dans beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier aussi, on a le côté vie privée où on passe de moments, si tu n'es pas forte d'esprit, tu lâches tout. Et le coaching m'a beaucoup aidé parce que il fallait me rappeler que j'ai des objectifs, que je dois atteindre des objectifs, je dois prendre des décisions, non pas pour les autres, mais pour moi. Parce que si je prends les décisions pour moi, ces décisions-là me permettront à réaliser mes projets. Et alors, ces coachings m'ont beaucoup aidé, surtout sur la thématique des gestions émotionnelles. Ça aussi, c'était très important pour nous, pour moi personnellement, parce que étant que leader, on gère beaucoup de personnes. Et si on n'a pas la maîtrise de soi, on a cette facilité-là de léser aussi les autres. Alors, c'est comme ça que ces formations, ces thématiques, ces modules nous ont aidés au fait et m'ont aidé personnellement à pouvoir surmonter cela, à pouvoir apprendre à gérer mes émotions, à me maîtriser. C'est vrai que j'apprenais déjà, mais là, j'ai eu beaucoup de temps pour pouvoir le mettre en pratique. Et grâce à cette formation avec Sodeiko Academy, aujourd'hui, j'ai pu mettre en place une structure à moi, au-delà de tout ce que j'ai aussi comme responsabilité. Je peux me dire pourquoi ne pas le faire maintenant, pourquoi attendre après. Il faut le faire maintenant. Et voilà. Alors donc on comprend également qu'il y a eu de points positifs pour Madame qui a beaucoup appris. Madame Makieleka, vous avez d'ailleurs fait les discours. On pourrait se dire que c'était la participante la plus participante, vous allez me permettre pour cette tautologie. Qu'est-ce que vous avez gagné de ces programmes? Merci pour la question. Je dirais que le premier point, c'était la résilience. D'abord, il faut dire que je fais la médecine. La résilience. Oui, je fais la médecine et nos professeurs nous disent souvent la médecine est jalouse. On ne peut pas mélanger la médecine avec autre chose. C'était une décision très courageuse de ma part de pouvoir accepter d'être formée en dépit de tout ce que je fais. D'ailleurs, on m'appelle robot de la République. Donc, trouver du temps entre mes études de médecine, entre cette formation qui n'était pas seulement formation, mais aussi coaching, le mentorat et tout ça, mes répétitions, parce que je suis aussi artiste musicienne, c'est ce que j'appelle en fait résilience. Ça m'a coûté et ça m'a aidé en fait à pouvoir bien gérer les choses.
un peu comme les autres l'ont dit, Déborah ils l'ont dit, les syndromes d'imposteur. La plupart, les jeunes dames, on était des perfectionnistes en fait, parce que lorsque les coachs jeunes en parlaient, tout le monde disait « Ah, là c'est moi, là c'est moi ». On s'est retrouvés en fait, c'est comme si, les coachs étaient renseignés sur ce qu'on faisait pour pouvoir nous former sur ça, alors que ce n'était pas ça. Nous avons appris beaucoup de choses, surtout moi, j'ai appris ce qu'on appelle l'effet des contagions. L'effet des contagions. Oui, ça veut dire qu'on est censé... On apprend beaucoup ce soir. On est censé établir un réseau de leaders qui se soutiennent mutuellement. Ça veut dire que si je dois organiser quelque chose, dorénavant, je ne compterai plus uniquement sur moi-même. Je vais compter sur Joséphine, je vais compter sur Déborah, je vais compter sur les coachs jeunes. Et aussi, j'ai appris à pouvoir faire des connaissances. C'était très difficile pour moi de me retrouver, par exemple, dans cette activité. Je sais que je voyais les coachs jeunes simplement virtuellement. Là, je les vois en face, mais je dois approcher pour dire quelque chose, prendre des contacts parce que c'est important, ça peut me servir demain. Moi, j'ai resté là dans mon coin et j'ai parti sans rien faire. À l'insu de cette formation, j'ai appris à faire des connaissances, avoir des contacts, ce qui est très important pour des leaders que nous sommes et des vrais leaders que nous sommes en train de devenir. Ça, c'est bien, Madame Makile Cap. Madame Kalala, vous êtes vraiment très chargée. C'est vrai, vous avez des occupations, vous avez beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Vous avez accepté de travailler sur un programme de 10 mois. 10 mois, c'est fou. Hein. 10 mois, c'est fou déjà entendre un programme de 10 mois. C'est comme si vous allez à l'université pour toute une année académique. Mais vous avez accepté. Est-ce que les 10 mois n'étaient pas vraiment handicapants pour vous? Non, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai choisi en fait en fonction de mon agenda les mois où je pourrais être libre. Donc j'avais choisi le mois de juin et le mois d'août. Parce que quand j'ai regardé, c'est vrai, les 10 mois, je me suis dit, oulala, comment je vais honorer mes engagements en interne aussi vis-à-vis de mes multiples clients à Deloitte et comment je peux également donner ces formations qui me tiennent à cœur pour des jeunes femmes leaders. Donc j'ai fait sur 2 mois et c'était le samedi, mais je peux assurer que c'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir parce que, comme je le disais tantôt, oui. Il y a un problème à la technique, oui. C'était un vrai plaisir parce que, comme je le disais tantôt, pour moi, personnellement, c'était rafraîchissant, en fait. C'est comme si je me retrouvais 10 ans en arrière. Okay. Je me projetais, en fait, en elles, en fait. Je me voyais au travers des jeunes femmes, au travers de leurs rêves, je me voyais en elles. Et c'est ça qui m'a motivée à revenir pour une seconde fois, donner la formation et aussi voir qu'elles étaient ambitieuses et qu'elles étaient prêtes à travailler dur en fait pour atteindre leur objectif. Ça, c'est des choses qui me passionnent naturellement. Déjà, personnellement, je suis quelqu'un, en travaillant, je ne compte pas les heures. Et voir d'autres femmes comme moi, au début de leur carrière, qui ont cette même vision-là, m'a encouragée à me lever le samedi matin, laisser mon bébé et venir donner la formation. Non, c'était un vrai plaisir, ce n'était pas contraignant du tout. Pas du tout contraignant pour Madame Kalala. Et les coachs, vous coachez, vous formez également. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas de participer à un programme de 10 mois où vous retrouvez le week-end? Est-ce que ça n'a pas un certain impact négatif pour d'abord la participante, mais aussi pour le formateur? Bon, contrairement à Madame Kalala qui a choisi ses agendas, moi j'étais d'abord parmi les formateurs, c'est-à-dire que j'étais dans le programme de samedi. Ça a toujours été une passion pour moi. Je dis souvent, la vie n'a d'essence que dans la plus-value que l'on apporte dans d'autres vies. Et moi, former, coacher, ça c'est ma passion. Donc je crois que je suis né pour ça. Et je prenais plaisir. Elles savent qu'il y a même des moments, des jours de rendez-vous de coaching. Elles ne sont pas là, mais moi j'appelle pour dire, mais Joséphine, tu es où ces rendez-vous? Parce qu'en fait, à part les formations, les coachings étaient négociés. Je savais que chaque mois, j'ai 10 dames à suivre et je dois avoir 2 heures. Donc en fait, 2 séances d'1 heure, au moins chaque mois avec chacune d'entre elles. Ok. Donc ça a permis voilà, c'est comme ça que le coaching s'est passé.
Donc, il y avait, au niveau des coachings, il y avait au départ 3 coachs. Et puis après, il y a eu absence ou indisposition d'une. Et nous sommes restés à 2. Et on devrait prendre quelques mentees de plus. Alors qu'au départ, on pouvait en avoir 7. Donc, on en avait maintenant une dizaine. Et avec la dizaine, chaque mois, je devais avoir 2 séances avec chacune. Séance d'1 heure où on passe le temps à échanger, à voir l'évolution de ce qu'elle fait, à recadrer les choses, à réorienter et à passer en revue en fait ce qu'elles font comme activité. Elle, par exemple, avec ses plusieurs casquettes, donc on devrait aborder les questions de ses études, les questions de ses concerts, les questions de son ONG, d'écriture. Elle avec ses ambitions, mais aussi, comme elle a dit tout à l'heure, l'aspect émotionnel qui est très important parce que le coaching, il est holistique. Il prend la dimension intellectuelle, il prend la dimension émotionnelle aussi, mais il prend aussi la dimension relationnelle. Donc, il s'est construit sur l'intelligence sociale parce que c'est le développement personnel orienté vers le développement social et professionnel. Et donc, tous ces aspects-là étaient pris en compte. Et ce n'était pas toujours facile parce que ce n'est pas l'horaire établi rigide. Donc, ça pouvait être flexible, mais il arrivait que je voyage, par exemple. Donc, je pouvais me dire, ce mois ici, vous n'avez que la dernière semaine du mois, vous toutes. Donc, chacun doit choisir son horaire parce que je serai absent pendant telle ou telle autre période. J'avais d'autres occupations. Je réponds à ça. J'ai multiples casquettes, comme disait Madame Kala tout à l'heure. Donc, il fallait combiner avec tout ça. Ce n'était pas facile, mais c'était passionnant. Parce que passion, c'est les mots, c'est les maîtres mots qui guident même notre action de chaque jour. Et c'est à cause de la passion que nous sommes ici pour partager encore cette expérience. Mais au-delà de ça, je vais ajouter une chose. Je l'ai dit lors d'un workshop, toujours dans le cadre de ce programme, c'était l'évaluation à mi-parcours. J'ai une passion particulière aussi à accompagner les dames. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai été éduqué par une femme, ma grand-mère. Et je crois qu'elle vaut 1000 hommes. Et ce qu'elle m'a donné comme éducation, comme environnement social, je crois que c'était vraiment suffisant pour l'enfant que j'étais. Toute la gloire de mon enfance, je lui dois à ma grand-mère et tout. Mais deuxièmement, dans ma carrière professionnelle, mes 4 premiers chefs, boss, c'était des femmes. Alors, là, il y a un petit souci. Hein. Ça va? Ok. Alors, je disais, mes 4 premiers postes, vraiment dans ce qu'on appelle monde professionnel, c'était des dames. Et cela a forgé aussi mon caractère par rapport à cet ancrage, ce substrat sur la question de la femme. Je sortais à peine de l'université. Je suis recruté dans une ONG canadienne pour laquelle je travaillais. La directrice résidente, c'était une franco-canadienne, c'était une dame. Donc, j'ai travaillé avec elle. Après, j'ai quitté là-bas. Je me suis retrouvé dans une multinationale de communication et marketing. Et la country manager, c'est une femme, une Camerounaise. Donc, j'ai évolué à côté d'elle. Après, je me suis retrouvé, quand j'ai fait le programme Ivy aux États-Unis, je suis rentré. J'étais recruté par NDI, National Democratic Institute. Et à l'époque, la directrice résidente, c'est Madame F. Thompson, qui est une femme, encore donc, une dame, une américaine. Donc, et du coup, j'avais ces substrats et j'ai appris à apprécier le leadership féminin. Et par conséquent, je crois que c'est une façon pour moi de rendre l'ascenseur que de participer. Et vous verrez que j'ai participé dans plusieurs programmes de femmes. J'ai formé des femmes politiques, j'ai formé des femmes sur l'entrepreneuriat social. Pour le compte de NDI, on a formé plusieurs femmes candidates. Certaines sont des députées aujourd'hui. On a accompagné des femmes sur comment faire la campagne avec un petit budget face à un environnement où il y a des hommes avec plusieurs avantages. Donc, on a travaillé sur plusieurs programmes et donc, apprendre qu'il y avait un programme de leadership orienté vers les jeunes dames, en tout cas, pour moi, c'était encore une occasion d'exprimer cette passion pour le leadership féminin. Un message droit pour prêcher la masculinité positive, ça, il en faut.
et je crois qu'il y a des hommes genrés ici, il y a des hommes qui prônent cette masculinité positive qui est très importante. Et aujourd'hui, les femmes ont encore un peu plus besoin de cette force masculine pour avancer dans leurs activités. Et c'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici. Cette question sur la durée de ces programmes est vraiment un peu... Mais on va écouter aussi les réactions de ceux qui ont participé, de celles qui ont participé à ces programmes. Et aujourd'hui, déjà, la deuxième cohorte qui va commencer dans le prochain mois sera un tout petit peu réduit à presque 5 mois. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va déranger quelque chose dans la particularité de ces programmes? Oui, Joséphine. Je pense que non. Je pense que le fait que le programme soit réduit à 5 mois, ne va changer en rien la qualité du programme. Je pense juste qu'ils vont peut-être récupérer, parce qu'à un certain moment, il était question pour nous, il n'y avait plus formation. On devait travailler sur nos différents projets personnels. Donc je pense qu'ils peuvent récupérer de ce temps-là pour un peu réduire le temps de formation. Donc pour moi, c'est correct, ça ne va rien changer en la qualité du programme. Pas de conséquences sur le timing. Madame Déborah, vous partagez l'avis par rapport à votre expérience, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre durant ces 10 mois? Oui, je partage le même avis que Joséphine, mais je pense aussi que ça demanderait aux candidates, aux aspirantes de vraiment se donner et d'avoir le temps, parce que nous, on est dans beaucoup de choses aussi en même temps, donc on était disponible que les samedis. Et il y a des samedis, par exemple, moi, ça m'a trouvé juste en voyage, il fallait suivre par Zoom la formation et tout. Donc, ça demandera à ceux qu'elles agencent aussi leur agenda pour pouvoir participer. Parce que 5 mois aussi, nous, on a eu le temps de coaching, assez de temps de coaching, on a eu assez de temps de discussion avec nos mentors et assez de temps aussi pour nous de mettre en pratique ce que on a appris. Et on a eu quand même les vacances aussi. Hein. Donc, puisque c'est désormais 5 points, certainement que ça sera encore plus accéléré. Et donc, il faudrait être assidu, vraiment suivre. Oui. Vous partagez l'avis, Lydie? En effet, je partage l'avis. Je pense que ça ne va en rien réduire la qualité du programme. Déjà, il faut souligner que nous, c'était les programmes pilotes. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'était une première expérience. Alors... vous l'avez dit, vous étiez modérateur à la remise des diplômes, qu'il fallait une version un peu plus améliorée. Là, je suis un peu jalouse, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de surprises. Oui. Donc, je pense que ça ne réduit en rien la qualité du programme. Un peu comme l'a dit Déborah, il faut peut-être plus d'assiduité de la part des aspirantes, un peu plus de temps. Ils n'auront peut-être pas le temps que nous avons eu, mais ça vaut la peine et elles devront s'adapter. C'est ça, être leader, en fait. C'est ça, être leader, et ça fait partie de ce que Nkelo Bantu et Sedeco recherchent pour ces programmes. La deuxième cohorte va commencer. Il faudra de nouveaux profils. Il y a déjà d'ailleurs des candidates. Madame Kalala, vous avez été formatrice. Qu'est-ce que vous conseillerez à des dames qui voudraient postuler et aussi suivre ce programme? Parce que maintenant, on nous parle de beaucoup de candidatures. Il faudra faire les tris. Il faudra retenir seulement ceux qui seront meilleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être bien évidemment meilleur? Bon, déjà, moi, j'encourage toutes les jeunes dames qui veulent participer à ce programme. Il y a quelques années, en RDC, il y a quelques années en RDC, ce genre de programme n'existait pas. Donc, nos maires, par exemple, n'ont pas eu cette chance-là. Moi-même, quand j'ai accepté d'être formatrice, je me suis dit, quand j'étais à l'université, si j'avais eu ce genre de programme, mais j'aurais fait ça sans hésiter. Donc, c'est pour dire que ce genre d'opportunités, il ne faut pas les rater, il faut les saisir, parce que c'est une occasion de construire, en fait, son avenir. Je dis souvent aux personnes que je forme, il ne faut pas être spectateur, en fait, de sa vie, de sa destinée. Il faut être l'acteur principal. Et donc, participer à ce genre de programme, c'est prendre sa vie en main, c'est accepter de se développer, en fait. Parce que comme quelqu'un le disait, je pense que le coach le disait,
on apprend toujours des autres, en fait. On ne peut pas se développer soi-même. On a toujours besoin de plus petits, même de plus grands que soi pour se développer. On ne cesse jamais d'apprendre. Même moi, aujourd'hui, je forme, mais je me forme aussi. Je continue à me former, je continue à lire parce que le monde évolue, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles réalités, des nouvelles thématiques à aborder qui concernent le monde, l'actualité. Et donc, on ne peut pas rester statique. Et si les jeunes femmes veulent participer au développement de ce pays, de leur communauté, de leur ville, si elles sont quinoises ou dans d'autres provinces, je ne sais pas, c'est l'occasion de participer quelque part. Parce qu'un jour, ces filles qui vont participer seront des alumni. Elles vont transmettre aujourd'hui, par exemple, vous êtes des alumni de ce programme. Aujourd'hui, vous êtes là sur ce plateau, vous témoignez et vous inspirez. Lors de la remise des diplômes, je vous ai dit, continuez d'inspirer en fait. Parce que les femmes, nous avons besoin de ça. Il y a très peu de success stories ici en RDC. Les femmes dont on parle le plus ici, elles sont à compter. Hein? Elles sont à compter. Il n'y en a pas beaucoup comme ailleurs. Et même des femmes qui ont des postes à des plus grosses instances du gouvernement ou autres, ou même dans des entreprises, des postes de direction, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas encore atteint le quota d'égalité dans des postes de direction et même dans des États par rapport aux hommes. On est encore loin. Donc, il y a de la place encore pour nous, les femmes, d'atteindre ces niveaux-là. C'est pour ça qu'on parle de leadership féminin. Le monde a besoin de femmes leaders. Il y a des hommes leaders, c'est très bien, mais on a aussi besoin d'avoir des femmes leaders. Et je sais, après ce que j'ai vu dans ce programme, que les femmes congolaises ont quelque chose à montrer. Elles ont du potentiel. Je suis congolaise et fière de l'être, et j'ai été très fière de découvrir d'autres Congolaises comme moi qui ont ce potentiel. Et donc, celles qui regardent ce programme, vraiment adhérez, faites-le, parce que votre potentiel peut se manifester à travers des sessions de coaching, à travers des sessions de mentorat. Ce qui est positif avec le mentorat, c'est que on apprend à se connaître soi-même au travers des conseils, de l'expérience de son mentor. Et même dans le coaching, s'il y a des choses que l'on maîtrisait peut-être pas très bien, à travers les séances de coaching, on apprend à les perfectionner. Et donc, pour moi, pour mieux exprimer son potentiel, il faut faire des formations. Il faut se faire coacher. Moi-même, j'ai eu un mentor. Hein. J'ai eu un mentor. J'en ai eu plusieurs, d'ailleurs. J'en ai eu plusieurs. Oui, j'en ai eu. J'ai eu des mentors femmes, j'ai eu des mentors hommes. Et ça m'a forgé. La Chantal que j'étais il y a 10 ans, ce n'est pas la même aujourd'hui. Il y a 10 ans, si vous posez la question à mon ancien boss, il vous dira, Chantal, elle était très timide. Elle n'arrivait pas à parler en public. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je parle en public, je forme parce que j'ai eu des mentors, des personnes qui m'ont formé, qui m'ont accompagné. On en a besoin. Donc, en résumé, c'est ça. Venez, qu'elles viennent. Voilà. Ça. Mais on parle aujourd'hui, coach, d'un monde égalitaire et inclusif. Mais nous avons ici un programme qui ne fait appel exclusivement qu'aux femmes. Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Les hommes voudraient également participer. Vous êtes coach, vous êtes formateur dans ce programme. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui se posent encore ces questions? Bon, en fait, il y a un principe qu'on appelle discrimination positive. En fait, ce principe est né du fait qu'il y a déjà des inégalités. Comment on fait pour créer cet équilibre ou combler cet écart? Et c'est comme ça qu'on met en place plusieurs programmes orientés vers le développement de cette autre partie de l'humanité qui est un peu, je vais dire, défavorisée. Donc, c'est parce que tout naturellement, on a constaté, et Madame Chantal faisait bien de le dire tout à l'heure, qu'on n'a pas encore atteint les niveaux. Aujourd'hui, on parle la loi sur la parité. Mais la parité ne doit pas être quantitative, elle devrait être qualitative. Et par conséquent, on ne peut pas d'un côté faire juste le plaidoyer pour qu'on voie de femmes à des postes de responsabilité, mais sans s'occuper de la formation, de la transformation, de l'information de ces femmes.
parce qu'il est très important. Et par conséquent, voilà pourquoi on met ces programmes. Comme tu le sais très bien, Claude Stéphie, dans ce pays, il y a eu des familles où, quand vous avez des filles et des garçons, on envoie des garçons à l'école, on garde les filles à la maison. Oui. Et ça, c'est l'Afrique. Il y a eu beaucoup de réalités où les filles n'étaient éduquées que sur base de se marier, point barre, sans autre ambition. Et depuis un certain temps, il y a une révolution. Et ce programme s'inscrit dans cette révolution de dire que la femme naît avec des potentiels autant que l'homme. Alors nous ne devons pas la réduire à certaines dimensions de choses au rabais, alors qu'elle devait en effet faire autant que l'homme. C'est comme ça qu'on met en compétitivité. Et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait davantage de programmes pour relever celles qui étaient restées en retard. Et donc, je ne crois pas que les hommes devraient pleurer par rapport à ça. Et si les hommes pleurent, je suis désolé, le leadership féminin n'est pas un affront contre les hommes. Donc les hommes ne devraient pas considérer que parce qu'on est en train de capaciter les femmes, c'est pour prendre leur place. Personne n'a pris la place de l'autre, ni une femme, ni un homme. Chaque personne a une destinée, chaque personne a des potentialités à développer, à capitaliser par rapport à sa légende qu'il est appelé à bâtir. Et donc, s'il y a des hommes qui pleurent, je suis désolé pour eux, mais un homme, au vrai sens du mot, un homme avec H majuscule, devrait être fier d'avoir des femmes compétentes, d'être en compétition avec des femmes qui les challengent. On applaudit. Là, je vois que les femmes sont contentes, mais je vois également des hommes applaudir, donc c'est quelque chose qui passe. Mais on va écouter une participante, Déborah. Est-ce que le feeling de cette formation, c'est le fait qu'elle reste exclusive pour les femmes? Bon, comme le coach Eugène venait de le dire, c'est une discrimination positive au fait, parce qu'il faut capaciter ces femmes, il faut renforcer les capacités de ces femmes, il faut leur outiller. Oui, on parle de 50-50, mais on n'aura pas quantitatif seulement les femmes. On doit avoir la qualité de ces femmes aussi qui doivent prendre ces postes de prise de décision, qui doivent être des auditeurs comme Joséphine. Vous allez me dire qu'elle sera auditeur, mais vous ne la renforcez pas de capacité. Au-delà d'être auditrice, si je peux le dire, c'est comme ça, non? Donc, au-delà de ça, elle a d'autres casquettes aussi. Mais il faut l'apprendre à gérer tous ces deux casquettes. Elle en a besoin. Donc, je pense que cette discrimination positive est très importante pour notre société et particulièrement pour la femme, pour l'émancipation de la femme. Discrimination positive, c'est en tout cas les concepts évoqués aujourd'hui pour justifier cela et rendre cela normal, qu'il fallait qu'il y ait plus de programmes qui sont destinés aux femmes afin de permettre aux femmes de se développer et chercher à se mettre peut-être à un même pied d'échelle que les hommes aujourd'hui. Lydie Makeleka, madame, vous avez participé à ces programmes et tout le monde l'a dit que voilà, il fallait un peu essentiellement s'adresser aux femmes. Est-ce qu'à un moment, il ne fallait pas qu'il y ait quand même intervention des hommes afin qu'ils se rendent compte? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne savent pas encore que les femmes méritent ceci parce qu'il fallait cela. Les femmes devraient y aller comme ça parce que. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il y ait à un certain moment, même si, pas pendant tous les 10 mois, mais à un moment, associer également les hommes pour que chaque personne puisse comprendre sa place et comment les choses devraient évoluer? Je ne sais pas de quelle association s'agit-il dans la mesure où le coach Eugène est un homme. Il a été associé dans cette démarche. En tant que participant. D'accord. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui, on ne va pas apprendre aux femmes, on en a marre, femme fait ceci, femme fait cela, elle sait déjà le faire, elle va le faire et tout. On oublie la jeunesse de la chose. Il y a un besoin dans la société. D'où venons-nous en fait? Nous venons de quelque part où on a donné la parole à la femme un peu très tard, où on a instruit la femme un peu tard que l'homme. Alors, on s'est dit que les femmes ont des atouts aussi comme les hommes. Les femmes doivent rejoindre les instances décisionnelles. Les femmes doivent devenir des leaders, mais il faut l'outiller. C'est vrai
il y a quelque part, les hommes ne sont pas oubliés. D'ailleurs, j'ai entendu M. Joe dire un jour qu'il y aura aussi un programme pour les hommes. Je suis d'accord, je n'ai pas de problème. Mais si on parle de la femme. Un programme important, un programme pour les hommes. Oui. Ok, ça arrivera, les hommes. Je ne Faut sais pas pas baisser les trop bras. de quoi, ça sera quoi, mais en fait, il y aura un programme. Mais si on parle de la femme, on parle du leadership féminin à cause du besoin que la société a, en fait. Nous voulons la parité, nous voulons l'égalité, nous voulons avoir les mêmes chances. Alors, nous devons nous outiller. Parce que, comme je l'ai dit, la jeunesse de la chose était telle que la femme était en arrière et l'homme était en avant. Face à ces besoins, qu'allons nous faire? Nous devons mettre la femme aussi en avant, nous devons outiller la femme, nous devons former la femme parce que, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sait exactement qui il est, si je peux le dire comme ça. Il y a des gens à qui il faut un peu booster, lui dire, voilà, tu es telle personne, tu es ceci, tu es cela. Je pense que c'est à ça aussi qu'a servi les coachings en tout cas. Dans cette formation, on était mis en fait au centre. On nous a appris à un moment donné qui on était vraiment. On s'est dit, ah ok, ça c'est moi. On avait peut-être une autre appréhension de nous-mêmes, mais c'était important, je le répète encore, suite à un besoin que la société a actuellement. Donc les hommes pourront être repêchés, mais pour le moment c'est la femme, parce qu'on parle du leadership féminin. On nous parle de 3 axes dans ce programme. Oui, oui. Oh, Joséphine, on aimerait aussi t'écouter, oui. Moi, je pense qu'il faudrait suffisamment outiller les femmes pour que lorsqu'il sera question de choisir les femmes, qu'il ne soit pas question de choisir des femmes pour des raisons quantitatives, mais par méritocratie. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'évolue dans un milieu purement masculin où, quelquefois, lorsqu'on est promu, c'est vu comme un avantage. Au-delà du fait d'être vu comme de la méritocratie, parce qu'on a travaillé, parfois on a travaillé en dehors des heures de service. Tout ça, ce n'est pas vu. Tout ça, les résultats qu'on donne ne sont pas vus, mais on voit le côté avantage. C'est pourquoi moi, je pense qu'il faudrait suffisamment outiller les femmes pour qu'elles soient capables de représenter les femmes valablement. Je vais rester, d'ailleurs, il y a quelque chose à rajouter, Déborah? Mais je pense que même si on est en train d'outiller cette femme-là, il ne faut pas oublier qu'on pourrait avoir aussi un déséquilibre. Et Voilà, c'est des voilà équilibres l'inquiétude. qu'on est en train de sentir déjà venir, parce que beaucoup d'hommes face aux femmes à beaucoup d'ambition comme nous là, ils ont peur de nous approcher, ils ont peur de nous accepter tels que nous sommes. Et un homme qui te dit, moi, c'est ma responsabilité, quand est-ce qu'on l'a? Mais moi, chez mes parents, j'ai appris à préparer. Malgré mes multiples casquettes, je prépare, je fais les ménages, je m'organise au fait. Parce qu'on me prépare aussi au mariage en même temps. Mais les hommes ont peur de ça. Mais moi, je pense qu'il faut faire l'équilibre. Et c'est de là où on revient sur la question du genre. Et j'insiste toujours quand je dis le genre, ce n'est pas que la femme. Les genres, c'est l'homme. Quand vous regardez la définition du genre, on parle de l'homme et de la femme. Voilà. Donc, c'est important aussi d'y penser. Et je pense que M. Joe doit vraiment bien investir dans ça. En tout cas, je n'aimerais pas sauter cette question sans écouter la réaction de nos 2 formateurs ici. On parle d'un certain déséquilibre qui se crée. On voit qu'aujourd'hui, les femmes sont plus déterminées. On voit que les femmes sont, entre guillemets, un peu plus favorisées. On parle de discrimination positive. Vous l'avez évoqué. Est-ce que réellement, ça déséquilibre déjà la pente? Bon, en fait, est-ce que c'est cette formation qui a déséquilibré le monde? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si déséquilibre il y a, ça veut dire que les gens sont déjà prédisposés à ça. On peut l'observer dans la vie de chaque jour. Il y a déjà des hommes qui, eux, depuis la nuit de temps, ils ont peur des femmes intelligentes, ils ont peur des femmes compétentes. Ça, c'est naturel. Ouais. Ils trouvent des excuses. Mais ça, c'est un problème soit de tempérament, de comportement, de culture, d'appréhension personnelle. Et ça, c'est proportionnel. On peut évaluer des pourcentages, tout comme il y a des hommes qui, eux, ne sont à l'aise qu'avec des femmes qui les challengent.
avec lesquels ils réfléchissent. Moi, j'ai eu cette chance, je ne sais pas pourquoi. À l'école primaire, la personne qui allait faire que je puisse aller revoir mes notes, parce que moi, tous ceux qui ont étudié avec moi, pas dans le sens de tous les parents qui étaient premiers de la classe, hein, mais moi, vraiment, les gens avec qui j'ai étudié, ils savent. C'était vraiment Quand c'est la proclamation, c'était devant tout le monde dans la cour. Et quand on arrive à notre salle, les gens bouchaient leurs oreilles parce qu'ils savaient que le premier de la classe est déjà connu. Ils attendaient à partir du deuxième poursuivre. Ah bon? Mais quand je suis arrivé à un certain niveau, quatrième, cinquième, j'avais un challenger qui était femme. Et ce qui était insolite, c'est qu'on se mettait sur le même banc. Okay. On se mettait côte à côte. Et nous étions en fait des rivaux. C'est ça la beauté en fait. Quand les hommes aujourd'hui ou les femmes pensent que les leaderships féminins, c'est commencer à s'attaquer aux hommes, ou bien les hommes pensent que si une femme s'émancipe, c'est contre l'homme. Je me demande dans quel monde ils vivent. Je dis ceci. Oui. J'étais sur le même banc avec ma foulou et j'allais étudier à la maison parce que moi, je n'avais pas l'habitude d'étudier. Moi, c'est le prof enseigne, c'est fini. Je reviens à n'importe quel interro et examen, je fais. Mais la seule personne qui faisait que j'ai étudié, parce que je savais que si je n'étudie pas, je serai deuxième, elle sera première, c'est cette dame. Et donc, j'avais une femme qui me challengeait. Et c'est tout à fait naturel. Maintenant, l'irrégularité dont on parle ici, oui, c'est que le monde, depuis la nuit des temps, a favorisé l'homme. A considéré, ce n'est pas seulement au Congo, hein, parce que je peux vous dire que la toute première femme députée nationale en France, 163. Seulement. 163. Vous regarderez l'historique de la journée du 8 mars, c'est une succession de droits. Telle année, ils ont accédé au droit de vote. Avant, les femmes ne votaient même pas en Europe. Donc, c'était les hommes seulement qui votaient. Comme aujourd'hui, les mineurs ne votent pas. À l'époque, les femmes ne votaient pas. Tout à fait. Progressivement. J'étais aux États-Unis pendant la période des campagnes de Hillary Clinton contre. J'ai vu comment les Américains se posaient des questions. Même le passage d'Obama, c'était phénoménal. Soit on vote un noir, soit on vote une femme. Parce que tout était insolite. Oui. Donc même les Américains, la première puissance au monde, l'une des vieilles démocraties, n'était pas prêt à accepter une femme. Et c'est même cette raison qui a fait que Sarkozy puisse battre Ségolène Royal. Parce que le Français n'était pas encore prêt à voter une femme. Et ça fait que quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'atouts, comme François Hollande, qui a été battu au premier tour de primaire par Martine Aubry, on l'a fait passer au deuxième tour parce que les socialistes redoutaient encore que si on fait passer Martine Aubry, Sarkozy va encore le gagner. Donc c'est une question sociologique dans l'évolution du monde. Et cette inégalité, il faudrait la corriger progressivement. Et c'est pour cela que la notion de la discrimination positive est née. C'est-à-dire on prend un groupe social qui est marginalisé, qui est défavorisé, on met en place un certain nombre de programmes qui permettent à ce que là où les autres font un pas, eux, ils font x2 pour créer l'équilibre. Pas les déséquilibres, en tout cas, voilà. Selon le coach Eugène Kandolo. C'est un homme qui parle. On va écouter une dame, et une dame qui est formatrice, qui est experte, qui va aussi nous partager son avis. Madame Déborah l'a évoqué, on peut parler un peu, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un certain déséquilibre? Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont un peu plus, peut-être, de chance. Au moment où il y a Great Lakes Women Leadership Initiative, il y en a 2 ou il y en a 3 par exemple pour 2 femmes. Peut-être qu'il n'y en a pas un programme comme ça qui pourrait également permettre aux hommes qui ont les mêmes compétences ou bien les mêmes compétences ou bien les mêmes capacités que ces femmes et à mettre en valeur aussi leur potentialité. Est-ce que par là, on ne peut pas parler d'un certain déséquilibre, même si on parle de cette discrimination positive? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce déséquilibre parce que, un peu comme le coach l'a dit, il y a déjà, depuis la Genèse, il y a un gros problème de carence en fait chez les femmes, en Afrique déjà principalement, à cause de la culture, à cause des coutumes. La place de la femme, c'est à la cuisine, c'est faire des enfants. Jusqu'aujourd'hui, en 2023, c'est très profondément ancré dans l'esprit de plusieurs hommes qui sont pourtant, entre guillemets, modernes, mais c'est encore ancré dans les esprits. Il y a ce gap-là, et c'est tellement fort, l'aspect culturel, que les femmes elles-mêmes n'osent pas. Elles ont peur.
J'ai lancé plusieurs programmes de mentorat ici en RDC. J'en ai lancé un il y a 3 ans. Parmi les candidatures que l'on recevait, il y avait plus de candidatures d'hommes que de femmes. Pourtant, pourtant, le programme... Oui, allô, oui. Pourtant, le programme était ouvert à tout le monde, hommes ou femmes. Donc, il y a aussi, du côté de certaines femmes, un vrai problème de confiance en soi, d'affirmation, et c'est réel. Les femmes, aujourd'hui, ont peur de s'affirmer à cause de la coutume. Qu'est-ce que ma belle famille dira si moi je travaille et que je rentre tard? Qu'est-ce que mon mari dira si je rentre tard et que je ne sais pas m'occuper des enfants? Ma belle famille va me chasser, mon mari va me chasser. Donc, c'est surtout ça, le mari, les enfants, la belle famille, et même pour celles qui ne sont pas mariées. Je suis seule. Est-ce que je ne suis pas à la merci des hommes? Je suis faible. Ils auront peut-être plus de pouvoir sur moi. Donc, les femmes aujourd'hui ont peur. Et c'est à cause de la culture, surtout en Afrique. Et donc, c'est important de mettre en place ce type de programme. Aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 28%, selon le dernier rapport des Nations Unies, 28% seulement de femmes à travers le monde qui ont des postes de responsabilité. Seulement 28%. Donc, c'est comme le coach disait, ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique, c'est dans le monde. Et ça va à la genèse déjà de notre vie en tant qu'humain. La femme est dans son rôle de procréation, de mère, d'épouse, de femme au foyer. Et donc, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une discrimination parce que c'est vraiment une partie de l'humanité qui est un peu marginalisée et qui maintenant est étouffée, ne se sent pas capable. Moi, je parle avec plusieurs femmes qui n'ont pas le courage de prendre la parole en réunion en présence des hommes. Et pourtant, elles ont des idées. Et ça donnera l'impression qu'elles ne sont pas compétentes. Pourtant, elles ont ça en elles. Mais elles sont écrasées, en fait, par le poids de la coutume. C'est ça, en fait. Il y a du travail à faire, surtout en Afrique. Moi, je le vis. Il y a du travail à faire. Personne. Je peux mettre l'eau au moulin de madame. Avec des exemples. Hein. Le micro, nous avons un problème. Ok. Je disais que j'allais mettre l'eau au moulin avec 2 exemples. Dans le cadre de programmes de participation de la femme dans la sphère politique implémenté par NDI, j'étais appelé à travailler avec les partis politiques, les grands partis politiques de ces pays, dans la période de 2017 à 2018, avant les élections. Et on devrait aller à chaque parti rencontrer le président ou le secrétaire général pour négocier avec eux par rapport à ce programme. Mais vous savez que les réponses étaient de foi. Des grands partis, je ne veux pas citer des noms, mais vraiment des partis de premier rang. On va vous dire carrément que... Mais ces femmes, on va les trouver où? Vous voyez? Et pourtant, la loi sur la parité est là, la Constitution est là, et même, il y a eu des tentatives, notamment sur la loi électorale. Je crois qu'on a corrigé cette fois-ci, qu'il y avait une sorte d'arnaque. On demande aux partis politiques d'aligner des femmes, mais il y a une virgule toutefois. Ça veut dire que ça annule tout ce qui avait été écrit. Mais en fait, on n'avait pas vu ça. Je me suis retrouvé dans une province. Je ne vais pas citer les noms. J'ai échangé avec une femme qui était dans le gouvernement provincial. Elle me dit ceci. Pendant le conseil de ministres, d'autres ministres, quand elles prennent parole, elles disent « Nous avons laissé des femmes à la maison, toi tu viens prendre parole. » Vous imaginez. Ça veut dire, c'est pour mettre l'eau au moulin de cette culture dans laquelle les gens sont ancrés. Et beaucoup de personnalités publiques aujourd'hui ne peuvent pas accepter vraiment que leurs femmes travaillent. Est-ce que tu sais ça? Donc, il y a vraiment un problème. Donc, c'est une question qui fait couler beaucoup. Qui fait qu'il y ait davantage de programmes comme ce programme. Et c'est même pour cela qu'il y a cette incise où
tu vois les offres d'emploi, on dit les candidatures féminines sont encouragées. Oui. Rassure-toi, ce sont des mécanismes progressifs. Oui. Au moment où on atteindra le seuil, tu ne verras plus ça, tu ne verras plus de programme parce que ça va couler de soi. Nous serons dans un environnement où les hommes et les femmes sont compétitifs et il n'y aura plus des questions de programmes exclusifs aux femmes. Et ton souhait, ton plaidoyer des hommes viendra. Peut-être Alors, Et alors, ce qui alors, est, une question- peut-être pour finir sur ce point, Oui. et ce qui est fort aussi, c'est que certaines femmes leaders qui ont même eu à évoluer jusqu'à des plus hautes sphères de responsabilité ont même été découragées, ont abandonné. Oui. Parce que même au sein de leur organisation, il y a des hommes peut-être moins gradés qui ne leur donnent pas le crédit qu'elles doivent avoir en tant que leader. Et ça se vit partout. Moi, j'échange avec des femmes leaders qui me disent, moi, là où je travaille, les hommes ont du mal à accepter mon autorité. Je suis directrice, je suis peut-être DG, mais même en tant que DG, les hommes de mon organisation ont du mal à accepter que ce soit moi, une femme, qui soit directrice générale. Souvent, c'est vu comme ça. Mais et- ça arrive aussi aux hommes parfois de voilà. rencontrer aussi certains et ces collaborateurs. femmes-là, parfois, sont découragées. Et comme je le disais au départ, et celles qui les observent de loin, qui ont besoin de success story, qui ont besoin de des choses qui les motivent et se disent, ah, mais même celle-là qui était arrivée au sommet, regardez comment elle s'est fait rabrouer un peu par les hommes. Est-ce que moi, quand j'arriverai là, j'aurai le courage de tenir bon? C'est tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de Multiplier de des coaching, programmes, de exactement. formation, confiance en soi, parler en public, gestion des émotions, parce que gérer une équipe, par exemple, si aujourd'hui, Joséphine, tu es directrice, dans ton équipe, tu n'as que des hommes, tu pourras faire face à toutes ces choses-là et gérer les émotions. Dans ce cas-là, c'est important pour ne pas risquer d'avoir une gifle au travail. J'espère que Parce c'est... qu'ils vont- ben voilà, donc c'est ça. Voilà. J'espère que c'est bien compris. Donc, pas de déséquilibre en tout cas, mais au contraire, question de donner un peu plus de chance à la femme parce qu'elle reste encore derrière. Selon donc ce que nos experts nous partagent ce soir. Joséphine, pendant 10 mois, vous avez participé à ces programmes, mais après, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous dire que vous aspirez au mentorat après avoir participé à ces grands programmes sous 3 axes, mentorat, formation, coaching? Je pense que je suis suffisamment outillée. Oui, je pense que je suis suffisamment outillée, quoique je continue de me former, comme Madame Chantal l'a dit. Voilà. C'est motivé par quel fait? Comment j'ai pas suivi? C'est motivé par quel fait? C'est-à-dire c'est qui motive réellement vos affirmations aujourd'hui et vous dire que vous allez vraiment aussi vous dites être capable d'être mentor. Oui, parce que je me dis, je suis aujourd'hui capable de pouvoir partager aux autres ce que j'ai moi-même reçu à un certain moment. Parce que ça ne sert à rien de recevoir tout ça si on ne sait pas pouvoir redonner ça à ceux qui viennent après nous. Déborah, vous êtes leader politique et vous avez une carrière politique avec vous. Ces programmes certainement a rajouté quelque chose comme vous venez de l'évoquer. Alors, où est-ce que vous êtes un peu plus retrouvés entre axe mentorat ou formation dans les différents points qui ont été établis, aussi coaching? Où est-ce que je me suis... Plus à retrouver par rapport au programme. Je venais de le dire, j'ai parlé de coaching. Coaching. Oui, j'ai parlé du coaching. Et pour rejoindre ma sœur Joséphine, je pense que je donnerai beaucoup de temps pour mentorer les jeunes femmes. Les jeunes femmes ont besoin de mentors. Et ça, c'est très important. Et après même cette formation, ou pendant la formation, au fait, je me suis juré de donner plus le temps pour mentorer les jeunes femmes. Si moi, j'ai fait face aux portes qui ont été fermées et j'ai devais bousculer toute seule, elles n'auront plus besoin de bousculer et ça sera déjà ouverte et je veux donner accès à ces jeunes femmes. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont ambitieuses et elles n'ont pas de mentor, au fait. Et je vous donnerai l'exemple vivant, au fait.
c'est Joséphine. Moi, Joséphine, la personne qui m'a présenté Joséphine, c'est un ami en commun que nous avons. Parce que cet ami a vu le potentiel que Joséphine avait, mais Joséphine était renfermée en elle. Et j'avais l'obligation à tout moment de la bousculer. Même la nuit, je l'appelais. Moi, je lui ai dit, non, tu dois faire ça. Non, tu dois faire telle chose. Elle a beaucoup de potentiel, mais elle est renfermée. Et aujourd'hui, elle parle devant vous. C'est beaucoup. Et je vous prierai d'applaudir pour elle. Ça s'applaudit. Elle hein. a fait beaucoup de C'est quelqu'un qui partage parce qu'elle connaît la personne et elle voit la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, Oui, c'est beaucoup. il y a un avancement. Et vous sentez avec moi que les jeunes femmes ont besoin de mentors, ont besoin d'être coachées, ont besoin d'être bousculées en même temps, ont besoin d'être orientées en même temps sur de bonnes entrées et avoir de bons conseils pour atteindre leurs objectifs. Donc, c'est comme ça que moi je dis, je donnerai tout mon temps pour mentorer aussi ces jeunes femmes qui voudront bien être mentorées par moi. Lydie, je ne sais pas si ça rime, mais c'est aussi le cas déjà pour vous, après cette expérience, vous dites à mesure d'aspirer au mentorat. Un peu comme Déborah, je pense que je l'ai fait déjà officieusement, si Ok. je vais dire comme ça. Parce que, après je disais qu'on peut se voir petite en soi, mais les gens nous regardent autrement. Il y a des gens qui nous posent des questions. Moi, d'abord, ce qui me faisait plaisir avec le mentorat, c'est que, d'abord, au début, avant ces programmes, j'ai cherché des biographies de gens qui ont réussi dans la vie, comment ils ont fait, qui ils étaient avant. J'ai voulu, en fait, qu'on me dise concrètement, parce que je sais que dans la démarche où nous sommes, il y aura des crampes en jambes, il y aura des problèmes. Je sais qu'il y en aura, mais comment c'était passé, en fait? Comment ça s'est passé avec la personne qui est mon mentor, comment il avait fait quand il broyait du noir, comment ça s'est passé. C'est en fait ça ce que je voulais apprendre. Et les gens me posent souvent des questions, comment tu fais pour faire tout ça à la fois, tes études, est-ce que tu réussis? Oui, je réussis dans tout ce que je fais. Et c'est parce que j'essaye de trouver du temps. Peut-être que je donnerai du 50-50, mais l'essentiel, c'est que je réussisse. Je pense que je le fais officieusement. Et aussi, je dois dire que cette formation m'a permis de mettre les sentiments de côté. Vous savez, les jeunes femmes doivent se soutenir mutuellement. Mais lorsqu'on met des sentiments, on peut se dire, telle dame, elle a fait ceci. La gestion de nos sentiments, en tout cas, voir les potentiels de la personne, en dehors de tous les sentiments qu'on peut avoir et peut-être la pousser ou la féliciter. On ne le sait peut-être pas, mais le fait de dire simplement à quelqu'un, félicitations, je t'encourage dans ce que tu fais, c'est très important. Vous ne savez pas l'effet que ça donne à la personne. Au lieu de pouvoir attendre que les gens s'intéressent à nous, intéressons-nous aux gens et les gens vont en fait s'intéresser à nous. Donc, merci beaucoup. Très fort. Hein. Moi, je pense que si j'en ai l'occasion, je donnerai de mon temps aux autres, je partagerai l'expérience, je dirai ce que je sais en tout cas, pourvu qu'il y ait plus de femmes qui peuvent devenir comme moi ou plus que moi, comme Madame Chantal, comme Déborah, plus qu'elle, en fait, parce que nous en avons besoin. Nous voulons que la femme continue de donner une autre image un peu plus positive, encore positive de soi-même. C'est ce que nous voulons pour notre société. Je pense que la société va très bien se comporter, en fait. Madame Kalala, une question à dévoiler pour vous. Alors, quelle est la meilleure expérience que vous avez partagée avec ces jeunes dames qui aspirent au mentorat, mais également qu'est-ce que vous attendez de la prochaine cohorte qui est déjà annoncée? La meilleure expérience que j'ai partagée avec elle, dans ce programme, c'est vraiment le partage d'expérience. Moi, c'était la formation, c'était pas le mentorat, mais c'était vraiment le partage d'expérience. Et pour moi, un formateur, un coach ou un mentor, c'est pas quelqu'un qui est dans l'automatisme en fait. C'est quelqu'un qui doit vraiment penser à développer une vraie relation avec les personnes mentorées, parce que c'est ça en fait qui va aider au développement. Quand il y a de l'automatisme, il n'y a pas de reconnaissance de l'autre, de ses besoins, de ses difficultés, et ça tombe un peu à l'eau, on n'atteint pas l'objectif. Donc moi, j'ai beaucoup aimé les écouter pendant la formation, écouter leurs projets, les entendre poser des questions
sur des thématiques, comment identifier des talents par exemple, parce que moi j'avais formé sur l'attractivité, le recrutement des talents et la formation. Les entendre poser des questions sur ces thématiques-là, pouvoir échanger avec elles sur mon expérience. Pour moi, c'était ça même la richesse de ce programme. Partager, avoir des retours, les voir s'épanouir, c'est ça pour moi qui était le plus important. Plus de partage, on note. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez de la prochaine cohorte? Pour la prochaine cohorte, j'espère qu'il y aura beaucoup de candidates déjà. J'espère que si c'est dans une plateforme, que la plateforme explose tellement il y aura des candidatures. Et j'espère qu'il y aura des thématiques aussi pertinentes que celles de la première cohorte. Au besoin même reprendre aussi certains sujets parce que les sujets qui étaient déjà là sont importants. Et poursuivre aussi dans la communication, c'est très important. J'aimerais bien que l'organisation communique encore sur ce programme pour que d'autres femmes le découvrent et qu'elles participent, qu'elles sachent que ça existe. Parce que je pense qu'il y en a qui ne le connaissent peut-être pas encore. Ouais. Et ce serait vraiment important de maximiser sur la communication pour avoir le maximum de jeunes femmes qui ont du potentiel, qui pourront venir grandir, se développer grâce à ce programme. Et le coach, qu'est-ce que vous avez noté aujourd'hui comme meilleure expérience, mais aussi qu'est-ce que vous attendez de la prochaine cohorte? Certainement que vous serez encore là pour ces grands programmes. Vous savez, quand ce programme se terminait, on avait une sorte de nostalgie du premier jour, on avait une sorte de... Vous voyez, c'est pas facile de se séparer. Vraiment. C'est déjà une famille, plus qu'une famille. C'est pas du tout... Je pense qu'on ne s'est pas séparés, hein, coach. Non, on est toujours ensemble. Dans le contexte du programme, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'imaginer qu'on n'aura plus en fait ce cadre qui nous oblige. Tout à l'heure, j'ai aimé quand Lydia parlait sur ce qu'elle peut donner à d'autres. Je ne crois pas que c'est seulement le programme qui conditionne le mentorat. Moi, par exemple, je n'étais pas mentor dans ce programme parce qu'il fallait des dames pour mentor à ces femmes. Même si c'est discutable, si on peut aussi avoir de mentors hommes. Discutable. Voilà, oui, c'est discutable parce que il y a des hommes qui peuvent mieux inspirer davantage les femmes. Alors, mais dans le contexte de ce programme, les mentors n'étaient que des femmes. Alors, mais je suis mentor en dehors de ce programme. Il y a des milliers des jeunes qui me suivent chaque jour. Bon, certains disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils disent par exemple, on veut te ressembler. Voilà, donc il y a ce besoin. Mais après, on ne peut pas se démultiplier parce que les Congos, c'est 70% de la population congolaise est jeune. Donc 70% des 100 millions de Congolais, c'est carrément 70 millions de Congolais. Donc il faudrait qu'il y ait davantage, plusieurs mentors, plusieurs coachs. Avant, les gens ne comprenaient pas l'importance et la place du coaching, de mentorat, mais de plus en plus, la culture s'installe et les gens comprennent. Et ça, c'est ce qui est très important pour des programmes pilotes comme ce programme. Maintenant, il y a de l'engouement. Je l'ai vu même le jour de la remise de diplôme. Beaucoup de jeunes dames qui écrivaient, mais on fait comment pour participer? Donc, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Mais c'est elles qui ont permis à ce qu'il y ait cet intérêt-là. On peut applaudir parce pour qu'elles ont osé s'élancer dans un monde inconnu. Donc, elles ont été les cobayes de l'expérimentation. Et par conséquent, maintenant, il y aura cet engouement. Et parce qu'il y aura cet engouement, je pense que s'ils m'étaient demandé à moi, il faudrait qu'on multiplie un peu de coachs. Parce qu'il n'y avait que 2 coachs. Ce n'était pas évident. Et maintenant que le temps est réduit, et il y aura plus de candidates, il faudrait qu'on multiplie des coachs. Mais l'expérience dans la salle, avec tout le monde, l'expérience des formations, je ne manquerai pour rien au monde parce qu'il n'y a pas belle expérience que d'être en phase. Et je ne changerai pas de module. Donc c'est le même module-là. Et c'est très important parce que ces modules-là fait pleurer certaines. Ces modules a révélé parce qu'elles étaient comme face à elles-mêmes. Elles s'interviewaient et elles parvenaient à voir quels sont les facteurs sociologiques de l'environnement, des facteurs dans les milieux où ils ont grandi qui ont façonné les leaders
qu'elles sont devenues, ou bien qui les ont poussées à devenir en fait aspirantes à ce à quoi elles veulent. Donc on est forgé déjà dans le moule de notre environnement immédiat, et ça c'était très 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 important. Vous avez participé à la première cohorte, Déborah et Joséphine, Lydie, il y en a eu d'autres, vous étiez au total 20, et je vois également Priscille, Joséphine Mawete, Priscille Kabasele qui sont avec nous. C'était un moment, j'espère, unique parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais quelles sont les propositions que vous pourrez faire à de prochaines cohortes qui vont arriver par rapport à ce que vous avez vécu? Je pense ma proposition serait de marteler vraiment sur les mentors qui seront des mentors pour la prochaine cohorte. Parce qu'il faut vraiment faire attention sur leur agenda, parce que ce sont des femmes qui ont aussi beaucoup de programmes, un agenda assez chargé. C'est vrai qu'elles sont disponibles, mais en même temps, leurs responsabilités les appellent à tout moment. Et deux fois, elles n'ont pas le temps d'être là pour mentorer ces aspirantes. Donc, il faut faire attention là-dessus. Et sur les modules aussi, c'est vrai que c'est maintenant 5 mois, 5 ou 3 mois. Donc, il faut vraiment bien arranger ce module-là, parce que nous, on a eu assez de temps pour avoir beaucoup de... Le temps de partage aussi avec des mentors qui sont très occupés. Oui, oui. Et puis après aussi, entre nous, parce qu'on a créé aussi une famille entre nous, et dans chaque activité, parce que par exemple, la semaine passée, j'étais à l'activité de Joséphine Mawete, où j'étais intervenante. Donc, ça a créé quelque chose que Madame Lydie venait de le dire, où aujourd'hui, je ne peux pas faire une activité sans pour autant inviter Madame Lydie ou Madame Joséphine. Donc, c'est ça aussi. Mais je pense, comme je venais de le dire, qu'il faut marteler sur le mentorat, les personnes qui vont mentorer les aspirantes. C'est très important. C'est la proposition de Déborah. Donc, marteler sur le mentorat, sur le mentor, parce qu'on comprend que leur agenda, c'est vraiment compliqué. Lydie, il y a une proposition différente? Je crois que j'en ai pas assez. Peut-être augmenter le nombre des aspirantes. Comme ça, on va faire une pierre des Passer des 20 à combien? Ça, je ne sais pas, parce qu'il s'agira aussi d'une sélection. Mais peut-être 30 ou 40, pourquoi pas. Je ne pense pas que la quantité va réduire la qualité. Comme nous toutes, nous avons été suivies individuellement, ce qui veut dire que si nous multiplions le nombre d'aspirantes, en effet, le nombre d'équipes dirigeantes aussi devra se multiplier, tout en martelant aussi sur les compétences et la disponibilité, comme Déborah l'a dit, et aussi augmenter beaucoup plus aussi les suivis sur terrain de l'équipe. Bon, il y en a eu pour certaines, mais pour d'autres non. Donc, être là pour les aspirantes, je pense que ça va